Super, bon, on va pouvoir y aller. Alors bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce matin. La conférence de presse aujourd'hui va durer, on va avoir à peu près 40 minutes de présentation par 4 intervenants différents, après quoi on prendra les questions à partir de 10h15. Donc 4 parties. La première sera présentée par Lorraine Jacquet, qui est responsable campagne et plaidoyer de la Fondation Brigitte Bardot. Et donc elle vous présentera la campagne Engagement Animaux 2022, son fonctionnement et ses enjeux. Agathe Gignoux, ensuite, chargée d'affaires publiques à CIWF France, fera un bilan des engagements des candidats et avec en exclusivité les engagements de Marine Le Pen qu'on vient de recevoir hier. Ensuite, Nikita Bachelard, chargée d'affaires et de relations publiques à la LFDA, vous proposera une analyse du sondage que nous avons commandé auprès de l'IFOP, donc en exclusivité aussi, sur la perception qu'ont les électeurs de l'engagement des candidats à la présidentielle. Et en mettant ces résultats en perspective avec les engagements réels pris par les candidats. Et donc, enfin, moi-même, Melvin Joss, directeur de Convergence Animaux Politiques, qui coordonne cette campagne, je vous livrerai une analyse politique afin de mettre les engagements et les non-engagements des candidats. Excusez-moi, est-ce que tout le monde peut couper son micro, par contre, s'il vous plaît? Merci. Voilà, et donc mettre en perspective ces engagements et ces non-engagements avec les tendances qu'on a pu voir se dessiner tout au long de ce quinquennat. Je précise dès maintenant pour les journalistes que les représentants médias de la campagne se tiennent à votre disposition pour des entretiens complémentaires aujourd'hui ou dans les prochains jours, donc que ce soit à distance ou en présentiel. Et donc n'hésitez pas à nous écrire à médias au pluriel @engagement-animaux.fr. En début d'après-midi, on vous enverra un communiqué de presse avec aussi l'intégralité du sondage IFOP. C'est possible qu'on n'ait pas votre adresse email, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse à l'adresse que je viens de donner, donc media@engagement-animaux.fr. Je précise aussi qu'il y a un certain nombre d'ONG membres d'Engagement Animaux 2022 qui sont parmi nous aujourd'hui, la plupart d'ailleurs, et donc elles pourront également répondre aux questions en fin d'intervention. Voilà, donc je vais laisser Lorraine commencer sur la présentation de la campagne. Merci Melvin. Effectivement, donc Lorraine Jacquet, je suis responsable campagne pour la Fondation Brigitte Bardot et je vais vous présenter le contexte dans lequel effectivement s'inscrit cette campagne et les enjeux et je vais vous faire une présentation de la campagne Engagement Animaux 2022. Donc, concernant le contexte, on est actuellement dans un contexte relativement dynamique et favorable à la condition animale, puisque ces dernières années, des avancées majeures et réellement attendues en matière de protection animale ont été annoncées et adoptées, notamment par le Parlement en novembre 2021. En 2020, on a eu des annonces et des engagements de la part du ministre de la Transition écologique, enfin de la ministre de la Transition écologique et du ministre de l'Agriculture sur la question du broyage des poussins, par exemple, de la castration à vide des porcelets, sur la fin des animaux sauvages dans les cirques, sur la fin des delphinariums, des élevages d'animaux à fourrure. On a également eu donc l'adoption par le Parlement le 30 novembre 2021 de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale à l'issue d'un débat parlementaire qui a duré 1 an et qui a acté la fin de plusieurs pratiques, notamment effectivement donc la fin des animaux sauvages dans les cirques, la fin des delphinariums, de l'élevage d'animaux à fourrure et puis le renforcement des peines pour maltraitance animale. Donc petit à petit, la France est en train de rattraper son retard sur ses voisins européens en matière de protection animale et s'engage dans une dynamique plutôt vertueuse, notamment grâce au travail des ONG depuis des décennies sur ces questions. Cependant, il est réellement nécessaire de mettre en application désormais les mesures qui ont été adoptées et également de s'engager sur les sujets qui ont été absents sur des débats de ces derniers mois, notamment la chasse et les conditions d'élevage qui concernent le plus grand nombre d'animaux. Si on peut saluer les avancées récentes, on note toutefois une forte résistance sur certains sujets pour lesquels les enjeux économiques et politiques sont importants, donc comme je le disais, la chasse et l'élevage notamment, et les candidats vont être réellement attendus sur ces questions puisque la marge de progression est réellement considérable sur ces sujets et surtout, il y a une urgence à agir sur ces questions. On note que les Français sont de plus en plus sensibles à la condition des animaux et sont conscients qu'il y a réellement une urgence à agir. On peut noter qu'il y a un réel renforcement des connaissances du public sur ces questions, de la sensibilisation, notamment par le biais des réseaux sociaux qui ont permis au public de réellement s'informer, d'être
plus conscient des difficultés que posent de nombreuses pratiques en termes d'éthique et également de découvrir les conditions notamment d'élevage, de chasse et on va dire la maltraitance un petit peu quotidienne des animaux. La crise sanitaire a également renforcé les interrogations des Français sur le rapport qu'on peut avoir aux vivants et sur l'impact de l'activité humaine sur justement à la fois la condition animale et la protection de l'environnement. Actuellement, on assiste réellement à une forte préoccupation, comme je le disais, des Français et une forte attente sociétale sur le sujet de la condition animale qui ne fait que de se renforcer, comme en témoignent notamment les résultats des sondages, mais également le fort soutien du public sur les campagnes des ONG et également on peut également noter des changements, notamment sur les habitudes alimentaires des Français. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les végétariens se chiffrent à peu près à 2,2% de la population française, ce qui est également un chiffre qui ne fait que d'augmenter. Le jeune électorat est également un enjeu important dans le cadre de cette campagne. On sait que les candidats sont justement très soucieux de convaincre également les jeunes électeurs. Et ces jeunes électeurs, justement, sont très sensibles à la condition animale et demandeurs d'engagement sur cette question. On sait qu'ils sont sensibles aux problématiques que pose l'élevage intensif, la chasse par exemple, mais également la maltraitance animale et les impacts écologiques de l'ensemble des pratiques qui touchent au traitement de l'animal. On voit bien que la condition animale donc, suscite des réelles attentes de la part des Français dans le cadre de cette élection. Selon un sondage réalisé par la Fondation Brigitte Bardot en février 2022, 86% des Français déclarent vouloir que les candidats fassent des propositions pour améliorer la condition animale. Et 57% des Français affirment que les propositions des candidats en matière de protection animale pourraient influencer leur vote. Sur cette question en particulier, concernant le jeune électorat, sur les moins de 35 ans, on note que le résultat est de 70%. Donc, c'est vraiment une confirmation que les jeunes générations, en tout cas les nouvelles générations d'électeurs, sont demandeuses effectivement d'engagement sur les questions de protection animale. Pour vous présenter un peu mieux la campagne Engagement Animaux 2022, c'est une campagne qui regroupe 29 ONG de protection animale qui se sont associées pour porter la voix des animaux lors de la campagne présidentielle et en faire un sujet incontournable dans le débat politique. Donc à cette fin, Engagement 2022 propose aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager sur 22 mesures qui sont des mesures concrètes et prioritaires pour améliorer la condition animale. Et elles sont réparties en 6 thèmes. Donc, les 6 thèmes, vous les voyez à l'écran, c'est animaux et société, élevage, transport et abattage, expérimentation animale, captivité et divertissement, animaux de compagnie et de loisirs, et animaux sauvages et biodiversité. Donc, avec ces 6 thématiques, on couvre, on va dire, l'ensemble des secteurs qui touchent la condition animale. Les candidats qui ont été donc contactés par les ONG d'engagement animaux 2022 se voient attribuer un score qui correspond principalement à leurs engagements dans le cadre de la charte engagement animaux 2022. Donc réellement, on va évaluer les différentes mesures qu'ils ont cochées et on va compléter cette évaluation d'une analyse de leur plan d'action. Donc, c'est un plan d'action qu'on leur a demandé de nous transmettre sur chacune des mesures pour définir le calendrier et les moyens qu'ils alloueront à la réalisation de chacun des engagements qu'ils ont pris. Des points supplémentaires seront également accordés aux candidats et sont déjà accordés aux candidats qui l'ont fait. C'était sur la réalisation d'une vidéo de vision dans laquelle ils explicitent notamment leur conception de l'animal dans la société. L'idée de cette campagne, c'est réellement de pouvoir évaluer la réalité et la sincérité des engagements pris par les candidats et d'en informer par la suite donc, les citoyens par le biais d'un site internet qui est donc le site que vous voyez à l'écran également, donc www.engagement-animaux.fr, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des engagements des candidats, leurs vidéos de vision et également leur plan d'action. Voilà, donc je vais laisser la main désormais à Agathe Gignoux pour la suite des présentations. Oui, merci Lorraine. Bonjour à tous. Donc je vais prendre la suite pour présenter les différents engagements
reçu des candidats à ce jour par la plateforme. Donc, on a 7 candidats qui se sont engagés aujourd'hui auprès de Engagement Animaux 2022. Ces 7 candidats sont Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Hélène Touy. Et puis, on a reçu hier, comme vous le disiez tout à l'heure, l'engagement de Marine Le Pen. Et on va détailler le détail des différents scores. Donc, tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon a obtenu un score de 98% des mesures sur lesquelles il s'engage. Yannick Jadot également à 98% des mesures. On a Nathalie Arthaud qui est à 85% des mesures. Philippe Poutou à 77%. Nicolas Dupont-Aignan est à 67%. Et est à 100% mesures. Donc, Marine Le Pen, l'engagement reçu hier, est à 58% des mesures. Je vais me concentrer ici sur les 6 candidats qui ont obtenu leur parrainage, ce qui exclut la candidate Hélène Touy, qui n'a pas obtenu ses parrainages. Pour une analyse globale, déjà, je précise, 3 des candidats ont fourni un plan d'action. Donc, comme l'expliquait Lorraine, on proposait aux candidats de s'engager sur des mesures et d'aller un peu plus loin en donnant leur vision et leur plan d'action. On a 3 candidats, Yannick Jadot, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan, qui ont fourni un plan d'action. Nicolas Dupont-Aignan a fourni un plan d'action particulièrement complet, avec notamment un plan sur 5 ans qui répartit les différentes mesures avec des budgets alloués, par exemple 50 millions sur la catégorie divertissement, captivité, exploitation des animaux. Des exemples que vous pouvez retrouver sur le site également. Ces éléments, vous pouvez retrouver le détail sur le site pour aller plus dans le détail. Ensuite, les candidats se sont engagés sur des mesures, pas toutes, mais des mesures de toutes les thématiques, à l'exception de Nicolas Dupont-Aignan, qui ne s'est pas du tout engagé sur la protection de la faune sauvage. Je vais ensuite maintenant détailler avec vous thématique par thématique et comparer les engagements de chaque candidat. Tout d'abord, la thématique, alors je ne vais pas reprendre chaque élément de chaque mesure de la thématique, vous pouvez les retrouver sur le site. Après, on pourra répondre plus précisément aux questions, bien sûr, dans la partie des questions-réponses. Pour la thématique, donc, animaux et société, la première thématique, donc, qui regroupe des mesures transversales, les fonctionnements des institutions, la formation, les moyens alloués à la mise en œuvre de la réglementation, par exemple. Et donc, sur cette thématique, à l'exception de Philippe Poutou, qui, de par son refus des institutions existantes, donc ce n'est pas un positionnement par rapport à la condition animale en soi, tous les candidats ont répondu aux mesures, à toutes les mesures de cette thématique. On peut noter toutefois que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot apportent certaines nuances. En particulier, Jean-Luc Mélenchon parle plutôt qu'une autorité indépendante et un ministère souhaite un haut commissariat à la condition animale. Et Yannick Jadot, pour la constitutionnalisation, parle de constitutionnaliser la protection du vivant plutôt que les animaux spécifiquement. En ce qui concerne la deuxième thématique, élevage, abattage et transport, on constate que les candidats de gauche s'engagent sur l'intégralité des mesures, 100% des mesures. C'est quand même à noter, puisque ce sujet-là concerne la majorité des animaux, l'ultra-majorité des animaux en France, 1 milliard d'animaux abattus chaque année, je le rappelle au passage, dont 900 millions de volailles. Sur cette thématique, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, eux, s'engagent clairement moins sur ce sujet. On peut voir que Nicolas Dupont-Aignan se positionne uniquement sur la mesure 6, qui concerne le conditionnement des aides publiques, l'interdiction des importations moins-disantes et l'intégration de critères bien-être animal dans la commande publique, et sur une partie de la mesure 8, celle sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Il refuse de s'engager sur l'élevage en cage, les longs transports, l'abattage des femelles gestantes, la vidéosurveillance. Marine Le Pen, elle, se positionne uniquement sur la question de l'abattage sans étourdissement pour l'interdire. Elle reste vague sur une amélioration des conditions d'élevage, mais ne veut pas s'engager sur la question des cages. Pour résumer, on peut s'étonner quand même de l'absence d'engagement de certains candidats sur l'interdiction des cages
et la transition de l'élevage plus généralement, puisque ce sujet est quand même à l'agenda européen, la question des cages pour 2027, et la question de la transition de l'élevage est une question au cœur des enjeux agricoles et environnementaux aujourd'hui. Il est quand même à noter par ailleurs que l'interdiction de l'abattage sans étourdissement fait pour la première fois consensus parmi les candidats de gauche en l'occurrence, et puis fait consensus du coup par l'ensemble des candidats qui ont répondu. Je vais passer sur la thématique suivante, la thématique expérimentation animale. Les mesures font consensus parmi tous les candidats, à l'exception de Philippe Poutou, qui en exclut une, encourager l'utilisation et le développement de modèles non animaux. Ce consensus est assez remarquable pour une problématique jusqu'ici peu traitée politiquement et qui laisse espérer une attention accrue lors du prochain quinquennat sur ce sujet. Pour la thématique divertissement, captivité et exploitation des animaux, Nathalie Arthaud ne s'engage pas sur l'interdiction du dressage, des spectacles avec animaux sauvages, des mises en contact direct entre public et animaux sauvages. Marine Le Pen juge cette mesure également trop large pour s'engager. On voit que Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ne s'engagent pas sur l'interdiction des corridas et des combats de coqs. Mais cependant, Marine Le Pen s'engage, elle, sur l'interdiction des arènes aux moins de 16 ans. Il est à noter que Jean-Luc Mélenchon, qui était le candidat le plus engagé en faveur de la condition animale en 2017, avait toujours refusé jusqu'ici de se prononcer sur l'interdiction de la corrida. Et pour la première fois, cette année, il s'y engage. Donc cette mesure fait consensus, totalement consensus à gauche, parmi les candidats ayant répondu à l'engagement animaux 2022. Et c'est à noter. Je passe à la thématique animaux de compagnie. L'ensemble des mesures font consensus, à l'exception de Nathalie Arthaud, qui ne s'engage pas sur la création d'un fonds dédié à la protection des animaux de compagnie et de loisirs et l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie à crédit, ainsi que Marine Le Pen qui ne s'engage pas sur ce sujet également. On peut aussi noter que tous valident l'obligation pour les communes de mener des campagnes de stérilisation des chats errants, ce qui n'était pas passé lors du vote de la loi sur la maltraitance l'année dernière. Donc, on peut espérer aussi que ce sujet puisse évoluer lors du prochain quinquennat. Je passe enfin à la dernière thématique, protection des animaux sauvages et biodiversité. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou voilà, merci, s'engagent sur l'intégralité des mesures, dont notamment l'interdiction de la chasse au moins 2 jours par semaine et les jours fériés et les vacances. Quand Nicolas Dupont-Aignan n'en signe aucune, et Marine Le Pen très peu. Elle ne s'engage pas sur la chasse, sauf pour retirer les espèces en déclin ou menacées, et s'engage à réformer la liste des espèces nuisibles. Mais elle refuse de s'engager sur certaines chasses cruelles, comme la chasse à courre, la vénerie sous terre. Elle s'engage néanmoins à mettre en place 10% libre évolution sur le territoire français. Nathalie Arthaud s'engage à supprimer la liste des espèces nuisibles, à retirer la liste des espèces chassables, celles dont les populations sont en déclin ou menacées, et à interdire les pratiques de chasse les plus cruelles. En revanche, elle ne souhaite pas atteindre à horizon 2030 10% du territoire en libre évolution, et s'engage sur l'interdiction de la chasse au moins 2 jours par semaine, dont le dimanche, mais pas les jours fériés et pas pendant les vacances scolaires. Donc, on voit la protection des animaux sauvages et la régulation des pratiques de la chasse apparaît comme un sujet qui a particulièrement avancé à gauche par rapport aux élections précédentes. On voit que les autres candidats qui nous ont répondu ne se positionnent pas ou très peu sur ces enjeux. Donc voilà, j'ai fait le tour des différents engagements. Les candidats n'ont pas encore apporté pour certains des engagements de leur programme sur ce sujet. On n'a pas encore de réponse d'une partie des candidats. Et pour certains, quand ils s'engagent dans leur programme, ils restent assez peu précis. Mais Melvin, je vais laisser la parole ensuite à... Melvin reviendra sur certains des points dans son analyse en conclusion. Mais avant cela, je vais passer la parole à Nikita Bachler, donc de la LFDA, pour dévoiler les enseignements du sondage. Merci beaucoup Agathe. Alors bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter un petit peu les résultats du sondage qu'on a commandé à l'Institut IFOP dans le cadre de cette campagne Engagement Animaux 2022.
Donc, comme vous disait Melvin Joss en introduction, les deux objectifs de ce sondage, c'était de comprendre comment les Français perçoivent l'engagement des candidats à l'élection présidentielle à propos des animaux, et ensuite de mettre cette perception en perspective avec l'engagement réel des candidats en se basant sur leur réponse à notre campagne, mais aussi sur leur programme. Donc, je ne reviens pas sur la méthode, qui est la méthode utilisée habituelle, un sondage qui a été effectué sur un échantillon de 1005 personnes représentatives de la population française grâce à la méthode des quotas, et donc ça a été réalisé du 7 au 9 mars. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé deux questions. Une première sur la perception de l'engagement des candidats et une seconde sur la sensibilité des répondants au sujet de la cause animale. Et ça nous a permis ensuite de croiser en fait les données et d'en tirer une petite analyse en trois questions. Donc, la première question que l'on s'est posée, c'est est-ce que les Français sont sensibles à la condition animale? Donc, la réponse est très clairement oui. Dans la lignée d'ailleurs des sondages qui ont déjà été réalisés précédemment sur ce sujet, on se rend compte dans ce sondage que les Français sont 81% à se déclarer sensibles aux questions ayant trait à la condition et à la protection animale. Donc ce sondage permet d'analyser la sensibilité des Français interrogés en fonction de leur intention de vote à l'élection présidentielle. Et là, on se rend compte que en fait, la sensibilité des Français au sujet de la cause animale, elle concerne vraiment tous les électorats, quel que soit le bord politique. Alors d'abord, donc, en ce qui concerne, pour le plus petit pourcentage, on retrouve les électeurs potentiels de Valérie Pécresse, qui sont 71% quand même, à être sensible à la condition animale, et ça va au maximum à 99% des électeurs potentiels de Yannick Jadot, en passant par 89% pour Anne Hidalgo et 88% pour Marine Le Pen. On note aussi que parmi l'électorat potentiel de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun répondant qui se déclare pas sensible du tout. Et on constate également que 52% des Français ayant l'intention de voter pour Yannick Jadot et pour Marine Le Pen, donc la majorité de leurs potentiels électeurs, se disent très sensibles à la condition animale. Donc c'est aussi bien à gauche qu'à droite un sujet important. Donc le sondage nous permet aussi de casser un petit peu les idées reçues, donc je vais revenir sur ça très rapidement. Ça nous donne une idée du profil des Français sensibles à la condition animale. Et là, ce qu'on constate, c'est que les personnes interrogées sont les plus sensibles à la condition animale, sont celles qui sont issues de catégories modestes, pour 89% d'entre elles. Donc, la proportion des personnes sensibles, elle décroît en fait au fur et à mesure que le niveau de revenu augmente, mais on reste quand même à 74% pour la catégorie de personnes aisées. Ensuite, on a aussi une toute petite dichotomie entre ruraux et urbains, et là on constate finalement que 86% des habitants des communes rurales sont sensibles à la condition des animaux, et ça s'élève à 80% des habitants de l'agglomération parisienne. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que le Français soucieux du sort des animaux, clairement, ce n'est pas uniquement le bobo parisien, comme certains aimeraient le faire croire. Et toutes les catégories de la population sont sensibles à ce sujet, et a fortiori les personnes de catégorie modeste et les habitants des communes rurales. Et d'ailleurs, ces résultats vont dans le sens en fait d'analyses qui ont déjà été réalisées précédemment, notamment celle de Jérôme Fourquet sur le vote en faveur du Parti animaliste dans le cadre des élections européennes de 2019. Ensuite, donc la seconde question que l'on s'est posée, c'est comment les Français perçoivent-ils l'engagement des candidats en faveur des animaux? Alors, on a constaté un décalage notable entre les attentes des Français que l'on vient d'exposer et l'engagement, d'après eux, des candidats à l'élection présidentielle sur les questions de conditions animales. Alors qu'on a une large majorité de Français qui se disent sensibles, ils sont relativement peu nombreux à juger les candidats engagés en la matière. Sur le podium, on retrouve d'abord Yannick Jadot, et il se démarque d'ailleurs, et avec 45% des Français qui l'estiment engagé, suivi par Marine Le Pen et Jean Lassalle, qui sont tous les deux à 35%. En queue de peloton, on retrouve Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, qui sont jugés engagés par 21% des Français.
On constate tout de même un certain biais de perception, c'est-à-dire que les Français ont majoritairement tendance à considérer le candidat pour lequel ils ont l'intention de voter comme étant engagé en faveur des animaux. Par exemple, 91% des Français qui ont l'intention de voter pour Yannick Jadot le jugent engagé. De même pour Jean-Luc Mélenchon, c'est 62%, et pour Emmanuel Macron, 57%. Malgré tout, il y a quelques exceptions. Yannick Jadot, il est plus considéré engagé par les électeurs de Fabien Roussel que leur propre candidat. Et c'est également le cas pour les électeurs potentiels de Valérie Pécresse et pour ceux d'Anne Hidalgo. Et il y a une deuxième exception qui est que l'électorat potentiel d'Éric Zemmour estime plus largement Marine Le Pen engagée sur le sujet. Donc, on est à 52% contre 48% qui considèrent leur candidat engagé. Et quand on voit l'importance du sujet conditions animales pour les électeurs potentiels d'Éric Zemmour, c'est quand même pour 76% d'entre eux qui sont sensibles à cette cause-là, et qu'on sait également la proximité politique qu'il peut y avoir entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, on estime que ce paramètre pourrait influencer le choix final des électeurs potentiels. Ensuite, la troisième question que l'on s'est posée, c'est quelle est la différence ou quelles sont les différences entre la perception des candidats et leur engagement réel pour les animaux. Donc, en ce qui concerne Yannick Jadot, les chiffres du sondage s'expliquent probablement par l'effort qui a été fait par le parti EELV et par le candidat à s'engager sur ce sujet et à médiatiser également le sujet. On voyait déjà Yannick Jadot au mois de novembre qui faisait des propositions contre la chasse. Il a été également le deuxième candidat après la candidate du parti animaliste à s'engager sur nos 22 mesures. Ensuite, on a certains candidats qui sont considérés par les Français comme étant peu engagés, alors même qu'ils font des propositions en matière de conditions animales. C'est le cas par exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui est considéré engagé par seulement 33% des Français, alors que, comme Agathe vous l'a montré, il a validé 98% des 22 mesures que nous avons proposées. C'est aussi le cas de Nicolas Dupont-Aignan, qui est jugé engagé par 21% des personnes seulement, alors qu'il a validé 67% des mesures que nous portons. Il y a d'autres candidats, en revanche, qui semblent plutôt surévalués dans leur engagement. Ça va être le cas notamment d'Éric Zemmour, qui est quand même considéré par une petite proportion comme étant engagé, 21% comme je le disais, alors qu'il n'a strictement aucune proposition en faveur des animaux dans son programme et qu'il n'a pas répondu à nos sollicitations. Et on a d'ailleurs vu des positionnements dans les médias où il était plutôt en faveur des activités de chasse. Ensuite, pour Marine Le Pen et pour Jean Lassalle, qui sont considérés comme les plus engagés derrière Yannick Jadot, on peut estimer qu'ils sont aussi surévalués. En ce qui concerne Marine Le Pen, alors c'est vrai, comme vous venez de le voir, elle vient de s'engager, mais sur 57% de nos 22 mesures. Donc on est bien loin des 98% de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Et comme cela a été présenté, elle s'engage très peu sur les questions de chasse et sur les questions d'élevage, hormis l'abattage sans étourdissement. Ce qui pourrait expliquer sa place de deuxième dans le classement des candidats, c'est qu'elle s'affiche assez régulièrement avec ses chats. Voilà. Pour ce qui est de Jean Lassalle, alors il n'a pas signé notre charte d'engagement et on remarque dans son programme qu'il ne propose aucune mesure en faveur des animaux. Au contraire même, il indique dans son programme soutenir et vouloir défendre les chasses traditionnelles. Et il veut également éradiquer les grands prédateurs, donc le loup, l'ours et le lynx. Là, je pense que sa place dans le classement peut s'expliquer par son image de berger, qui est proche de la nature et des paysans. Enfin, si on s'attarde sur le candidat sortant, Emmanuel Macron, on constate qu'il ne se démarque pas particulièrement par rapport aux autres candidats. Pour l'instant, il ne dispose pas encore de programme et il n'a pas non plus répondu à nos sollicitations. Ce qu'il est intéressant de noter, je pense, c'est qu'on a quand même 80% des Français qui ont l'intention de voter pour lui qui se déclarent sensibles à la condition animale et seulement 4% qui ne sont pas du tout sensibles. Donc, ça va être aussi un enjeu pour le candidat sortant. Et pour conclure, finalement, on a vu que les Français sont vraiment sensibles à la condition animale
et que selon eux, les candidats ne sont pas encore suffisamment engagés sur ce sujet. Et donc, je passe maintenant la parole à Melvin Joss de Convergence Animaux Politiques. Merci. Merci Nikita. Alors ça va être la dernière intervention, après on pourra passer aux questions dans une dizaine de minutes. Alors, et je précise aussi que pour celles et ceux qui sont arrivés après le tout début, que le sondage ainsi que la communiqué de presse vous seront communiqués en tout début d'après-midi. Voilà, donc là il va s'agir pour moi de vous donner quelques éléments pour un peu mettre en perspective cette campagne et les engagements des candidats avec les évolutions qu'on a pu constater tout au long du quinquennat écoulé en termes de prise en compte politique de la condition animale. Cette campagne s'inscrit dans un contexte qui a vu la condition animale monter dans le débat public, puis dans la sphère politique depuis maintenant plusieurs années, avec à la clé, Lorraine l'a évoqué en début d'intervention, des avancées notables sur, par exemple, la protection des animaux de compagnie ou les animaux sauvages captifs. Et cette cause animale, elle est devenue politiquement légitime et importante grâce à plusieurs facteurs qui sont d'une part une sensibilité et une compréhension des enjeux accrus dans l'opinion publique, des enjeux de la condition animale, une plus forte structuration et un renforcement des actions de plaidoyer des ONG, la création du parti animaliste, ou encore, parce que ce n'est pas évidemment une liste exhaustive, un renouvellement démographique à l'Assemblée, avec plus de femmes et plus de jeunes députés qui sont plus sensibles à nos questions. Dans ce contexte, cette campagne présidentielle, c'est la première lors de laquelle la condition animale est un sujet important sur lequel les candidats sont attendus. Et pour preuve, on peut voir que dans quasiment toutes les émissions ayant impliqué des candidats, le sujet a été évoqué, que ce soit par les candidats eux-mêmes ou par les journalistes. Or ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est pas du tout le cas en 2017 ou dans les élections précédentes. En ce qui concerne maintenant le positionnement des différentes forces politiques, on a pu faire pendant le quinquennat écoulé un certain nombre de constats qui se voient en fait renforcés au vu des engagements obtenus ou non obtenus par Engagement Animaux et on va dire de l'état du débat politique lors de cette campagne. Bon, premier constat, jusqu'à encore récemment, on ne pouvait pas vraiment différencier droite et gauche sur nos sujets parce que tout simplement aucun camp ne s'emparait réellement de ces enjeux-là. Or, ce qu'on a vu se passer durant ce quinquennat, c'est une partie de la gauche, et en particulier, si on pense à des groupes parlementaires comme EELV ou la France Insoumise, qui se sont clairement positionnés en faveur de la condition animale dans son ensemble, ce qui n'était pas du tout le cas de ces camps politiques auparavant, y compris pour EELV. Et donc, cette tendance-là continue avec l'engagement des candidats Jadot et Mélenchon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la condition animale est devenue suffisamment importante aux yeux de ces candidats, et c'est vrai aussi pour les candidats d'extrême gauche comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, elle est devenue suffisamment importante pour qu'ils franchissent le pas, par exemple, de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, qui était une question que la gauche évitait jusqu'ici pour des raisons assez évidentes. En revanche, on a une autre partie de la gauche, notamment au Parti socialiste et au Parti communiste, où à la fois ces groupes politiques et aujourd'hui leurs candidats ont montré et montrent un manque d'intérêt criant pour nos sujets, un manque d'intérêt qui se traduit par une absence d'engagement auprès d'Engagement Animaux, mais aussi de manière générale très peu de place donnée dans leurs interventions publiques ou dans leurs programmes. Donc ça, c'est pour la gauche. À droite, alors on a pu, pendant ce quinquennat, compter sur certains individus au Parlement, certains individus de droite, mais globalement, les appareils politiques en tant que tels, et aujourd'hui leurs candidats à la présidentielle, ont beaucoup de mal à se positionner, entre d'une part une volonté de ne pas apparaître complètement insensible à ces sujets, et d'autre part un attachement à la protection de ce qu'ils perçoivent comme des traditions, une volonté de ne pas entraver les activités économiques, une volonté de conserver aussi certains électorats qui leur sont traditionnellement plus acquis, et on peut citer par exemple l'élevage intensif, la chasse ou la corrida. Or, ce qui est intéressant de noter, c'est que notre sondage l'a montré, c'est que l'électorat de droite et a fortiori l'électorat d'extrême droite, et en particulier pour Marine Le Pen, reste très sensible à ces sujets-là, même s'il l'est légèrement moins que celui de gauche. D'où du coup une gêne qu'on ressent, notamment chez des candidates comme Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, qui cherchent d'un côté à se doter d'une image favorable aux animaux, tout en étant dans une forme d'en même temps, sans prendre réellement d'engagement. Et donc, selon notre sondage, pour Marine Le Pen, par exemple, ça semble pour l'instant fonctionner,
mais au vu de l'importance accordée par ses propres électeurs à la condition animale, ce n'est pas une ligne de crête qu'elle va pouvoir tenir indéfiniment. Et le but de notre campagne, c'est justement de pousser ce type de candidat à se positionner clairement en permettant aux électeurs de faire la différence entre discours et engagement réel. Et puis on a Éric Zemmour qui, lui, pour le coup, ne cherche en aucun cas à se positionner sur la condition animale, que ce soit dans ses déclarations ou dans son programme, et qui, voire même, assume une opposition à la protection animale sur beaucoup de sujets. En termes de sujets de clivage, le plus frappant, c'est la chasse, clairement, sur cette opposition gauche-droite. Jusqu'à très récemment, c'était un sujet qui était totalement intouchable politiquement, que ce soit à gauche ou à droite. À droite, ça le reste clairement. Pour ce qui est de l'AREM, on a vu l'exécutif actuel qui s'est montré un allié très clair des chasseurs pendant tout ce quinquennat. Par contre, à gauche, à la fois la législature a vu le positionnement de certains partis de gauche évoluer très nettement, et on a plusieurs propositions de loi, par exemple, qui en attestent. Et aujourd'hui, leurs candidats prennent des positions très claires, et ça, c'est vraiment une première lors d'une campagne présidentielle sur la chasse, et donc notamment Jadot et Mélenchon. Et on voit un petit peu la même chose dans une moindre mesure, mais c'est quand même assez fort aussi, c'est sur les questions d'élevage. Et donc, on a des candidats de droite qui dénoncent volontiers certains aspects de l'élevage intensif, mais qui ont beaucoup de mal à mettre en adéquation ces déclarations avec leurs actions. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout au long du quinquennat, notamment lors des discussions sur le projet de loi Egalim, par exemple. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui avec les positionnements des candidats. Alors que là encore, à gauche, on a les Verts et les Insoumis qui ont largement agi au Parlement et dont les candidats se positionnent clairement aujourd'hui, et leurs équivalents au PS et au PC qui ne dépassent pas le stade des déclarations. Et au milieu de tout ça, de manière plus générale, on a un président sortant qu'on a assez peu finalement évoqué aujourd'hui, tout simplement parce que il a un positionnement qui est assez insaisissable, et sa posture de candidat un peu à part à l'heure actuelle ne va pas forcément faciliter les choses. Donc jusqu'ici, il a clairement choisi son camp sur la chasse, par exemple. Il a très peu agi sur l'élevage, au détriment d'ailleurs d'engagements qu'il avait pris avant son élection, notamment sur les cages, par exemple. Et en même temps, on a son gouvernement qui a su écouter sa majorité en laissant passer une loi ambitieuse sur les animaux de compagnie, les animaux sauvages captifs. Donc, au milieu de tout ça, on espère que Emmanuel Macron s'engagera auprès de nous et qu'il aura le courage de prendre part au débat qui entoure la protection animale. Donc voilà, donc pour conclure rapidement et récapituler un petit peu ce que je viens de dire là, on a une campagne présidentielle et des engagements pris par les candidats auprès d'Engagement Animaux 2022 qui en fait constituent le prolongement très clair et voire une intensification des tendances qu'on a déjà pu constater lors de ce quinquennat. Donc une importance grandissante de la condition animale dans les débats politiques, une partie de la gauche qui s'engage pleinement et une autre qui a plus de mal à le faire et qui d'ailleurs est cette autre partie est celle qui est en perte de vitesse, et une droite qui est tiraillée entre une volonté d'affichage et une timidité, voire de la réactance, et notamment sur des sujets clivants comme l'élevage et la chasse. Et donc au milieu de ça, un président sortant assez illisible sur la condition animale. Voilà, donc je vais vous proposer de passer aux questions. Si vous voulez bien, donc levez la main pour poser vos questions et puis vous présenter en la posant. Et je proposerai du coup aux associations qui souhaitent répondre à certaines questions de faire de même, d'également lever la main. Je crois qu'il y avait déjà une question qu'on pourrait prendre. Alors j'ai répondu à Mathieu sur le positionnement de Philippe Poutou par rapport aux institutions. Et on avait une question de Christophe Soulard. Christophe Soulard-Coutan, voilà. Bonjour, considérez-vous que tous les animaux d'élevage sont maltraités? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Combien d'animaux d'élevage seraient, selon vous, maltraités en France? Peut-être que Agathe, c'est une question tout indiquée pour toi. Oui, merci Melvin, merci pour cette question. Je précise que c'est Actu-Agri, le média. Oui, ouais, ok, merci beaucoup de cette précision. Alors, non, on ne considère pas que tous les animaux d'élevage sont maltraités, sachant que le bien-être animal, ce n'est pas l'absence de maltraitance.
c'est bien plus que cela. Et donc, par contre, c'est vrai que c'est souvent une impression qui peut être perçue comme telle. Par contre, vous allez avoir des systèmes de production qui vont être source de souffrance animale, clairement. Certains systèmes de production vont être à l'origine de souffrance animale, dont certaines peuvent s'assimiler à de la maltraitance animale. Par contre, la maltraitance, elle est qualifiée juridiquement et elle couvre voilà, des situations spécifiques. Donc, vous avez des situations d'élevage qui vont être des situations de souffrance animale, pas nécessairement qualifiées de maltraitance, mais qui vont être des sources de souffrance animale, des mutilations par exemple, mais également certains systèmes de production type cage, dans lequel on va avoir des comportements qui ne vont... on va plus que des comportements qui ne vont pas pouvoir se manifester, ça va créer des stress et des souffrances importantes pour les animaux. À côté de ça, vous allez avoir des systèmes de production qui ont des potentiels de bien-être animal qui sont très limités, qui vont du coup faire que les animaux ne peuvent pas exprimer des comportements naturels, l'absence d'accès extérieur en particulier, le fait d'avoir une claustration, des densités très fortes, certaines souches qui sont utilisées par exemple en poulet de chair, qui sont parmi les animaux les plus nombreux en élevage, qui font que ces animaux vont développer des risques importants. Voilà. Donc, on n'a pas de... combien d'animaux d'élevage seraient selon vous maltraités en France? Ça, cette question, je ne peux pas vraiment y répondre. On a des cas de maltraitance qui sont signalés, qui sont ensuite pris en charge quand ils sont signalés, mais il y a une grosse partie qui ne sont pas nécessairement signalés. Et ce n'est pas des éléments sur lesquels on a des chiffres aujourd'hui, hormis les cas signalés de maltraitance. Mais je n'ai pas le chiffre là, et je ne sais pas si l'OABA ou la FBB aurait éventuellement des chiffres. Je ne sais pas si Lorraine veut compléter. Moi, je voulais bien compléter, pas forcément sur des chiffres. Après, c'est vrai que tu parlais de l'élevage intensif et industriel, qui peut-être du coup englobe les problématiques d'élevage dont tu as parlé. Et là, on estime à peu près à 80% le nombre d'animaux en France élevés dans des conditions intensives. Je compléterai juste ta réponse avec la question aussi du transport et de l'abattage, puisque si on parle d'animaux d'élevage et pas uniquement des conditions d'élevage, des animaux qui parfois ont été élevés dans des conditions qui répondent à leurs besoins comportementaux, et notamment l'accès au pâturage, donc dans des systèmes plutôt extensifs. Malheureusement, les conditions après potentiellement soit d'exportation, donc transport très longue durée avec potentiellement une exportation hors des frontières de l'Union européenne, conditions d'abattage sur place, donc hors de l'Union européenne, et même conditions d'abattage en France avec potentiellement de l'abattage sans étourdissement, on rentre dans, du coup, là, vraiment aussi une sphère de souffrance. Donc, les conditions d'élevage, c'est une chose, mais il faut aussi aller voir au-delà, il faut voir aussi sur le transport et l'abattage. Potentiellement, effectivement, l'abattage sans étourdissement, c'est une maltraitance, et effectivement, donc ça rentre également dans la question de la maltraitance des animaux d'élevage. Donc, ce n'est pas uniquement les conditions d'élevage, mais ça peut être aussi les conditions d'abattage. Et je vois que Frédéric de l'OABA a levé la main, donc tu peux compléter, je t'en prie. Oui, merci Lorraine. Mais moi, ma réponse sera un petit peu détonnante. La question, c'est est-ce que vous considérez que les animaux d'élevage sont maltraités? Pour nous, à l'OABA, la réponse est oui à 100%. Nous considérons que tous les animaux d'élevage sont maltraités. Et alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ANSES. L'ANSES, dans sa définition du bien-être animal, considère que le bien-être animal, ce sont effectivement le respect des 5 libertés que tout le monde connaît, ne pas souffrir, avoir à manger, avoir à boire, pouvoir exprimer ses comportements. Et l'ANSES, en 2018, a complété cette définition en considérant que c'était aussi répondre aux attentes de l'animal. Nous sommes désolés, mais pour nous, un animal n'attend pas de se faire tuer, n'attend pas d'être cloîtré pour un petit cochon, par exemple 6 mois sur du caillebotis, à respirer la pisse et la merde de ses congénères et à ne respirer que l'air pur, entre guillemets, légèrement pollué par le gasoil du camion lorsqu'il part à l'abattoir.
Donc, est-ce que tous les animaux d'élevage sont maltraités en France et en Europe et dans le monde? La réponse pour nous, elle est oui, et on se base sur la définition du bien-être animal de l'ANSES. Je vous remercie à tous les trois. Je vais vous proposer de passer à une autre question. Il y a Mathilde Gérard qui a levé la main. Mathilde, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour à tous, merci pour la présentation. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ok. Je voulais savoir si parmi les candidats qui n'ont pas répondu à votre charte d'engagement, je crois que vous avez quand même eu des contacts avec quasiment l'ensemble des équipes de campagne des actuels candidats. Est-ce que c'est, selon vous, et peut-être qu'il y a différents cas de figure, est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est par manque de préparation sur ces questions-là, par manque de temps? Enfin, quelles sont un peu les raisons pour lesquelles certains dont on aurait pu s'attendre qui répondent ne l'ont pas fait? Alors, je pense que là-dessus, je peux commencer à vous répondre. N'hésitez pas s'il y a d'autres ONG qui veulent intervenir. Je pense que ça dépend vraiment des cas de figure. Je pense que typiquement, quelqu'un comme Éric Zemmour, c'est par manque d'intérêt, clairement. Je crois qu'il y a une non-volonté très claire de s'engager sur ces questions. Quelqu'un comme Valérie Pécresse, probablement qu'elle est plus gênée. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'elle a du mal à se positionner. On peut le voir par exemple sur la façon dont elle a signé la charte du mouvement pour la ruralité, où au départ, bon, elle est partie sans signer, elle a été rattrapée par son équipe, elle a dit bon ok je signe, mais à condition qu'on mentionne quand même que j'ai dit que le bien-être animal devait être pris en compte. Et typiquement, on a eu des échanges plusieurs fois avec ces équipes. On devait avoir une réponse. On espère qu'elle viendra et probablement qu'elle viendra bientôt, mais probablement que ça traduit une certaine gêne. Et après, typiquement, pour pour le président sortant, c'est, je pense, lié à son positionnement de manière générale dans cette campagne, par exemple. Et pour la partie de la gauche dont je parlais, qui de manière générale s'engage beaucoup moins sur ces questions, c'est tout simplement une fin de non-recevoir hein, du côté de Roussel ou d'Hidalgo, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Ok, on peut peut-être passer à une autre question. Si quelqu'un en a une. Ah, écoutez, alors on n'a pas de questions, ça c'est surprenant. Ah, voilà, Puissance Télévision, je vous laisse intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. Oui, je viens voir un du coup de Puissance Télévision et justement, nous, en fait, on fait un reportage sur la chasse et en fait, il y a toujours une hausse plus importante du nombre d'accidents de chasse et comment justement mettre un peu fin à ce type d'accident ou justement encadrer plus amplement la chasse. Alors, est-ce qu'il y a une association qui souhaite répondre là-dessus? Oui, Valérie, de l'espace. Pardon, je branche ma caméra. Oui, et bonjour. En fait, il y a plusieurs outils qui peuvent être déployés pour faire en sorte que la chasse soit moins meurtrière ou accidentelle, ou aussi, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'aussi qu'elle fasse moins peur, parce qu'en fait, au-delà des accidents de chasse, il y a aussi le côté très terrorisé qu'ont les autres usagers de la nature. Donc en réalité, bon, bien sûr, une bonne partie des ONG ici présentes seraient plutôt favorables à une grande limitation de la chasse. Après, il faut savoir parfois chercher les consensus aussi. Et aujourd'hui, ce qui est défendu, c'est déjà en premier lieu de diminuer les jours de chasse. Donc c'est pour ça que vous retrouvez dans les engagements une proposition de 2 jours sans chasse plus les vacances scolaires éventuellement. Et la proposition qui était faite, c'est 2 jours sans chasse avec notamment 1 jour de week-end. Et puis ensuite plusieurs éléments, notamment en termes de réglementation, sur l'alcoolémie, sur le permis de chasse aussi. Aujourd'hui, le permis de chasse en France, on l'a un peu comme on va acheter un bonbon au bureau de tabac. Donc l'idée quand même des associations de protection de la nature, c'est que
À partir du moment où les personnes concernées portent une arme et qu'une arme, c'est dangereux et que ça peut tuer, il faudrait que le permis de chasse soit largement plus réglementé. Donc, on le voit dans les autres pays européens, on n'a jamais un permis de chasse qui est donné à vie. Il y a toujours des étapes quand même pour revoir un peu les bases, notamment aussi les facultés de voir, d'entendre, de réflexe, etc. Donc voilà, ça va être surtout sur la partie de la réglementation pour limiter. Et puis après, il y a des outils aussi qui peuvent être mis en place pour que les autres usagers de la nature puissent mieux suivre les moments où il y a des battues et les moments où il y a des chasses. Les Français connaissent peu les périodes de chasse parce que c'est très compliqué. On dit que la chasse est ouverte de septembre à février, mais en réalité, on peut chasser une grande partie de l'année. Donc, ça dépend des espèces, ça dépend des territoires, ça dépend aussi des méthodes utilisées. Mais voilà, la chasse au blaireau va bientôt, enfin le déterrage même de blaireau va bientôt commencer. Donc voilà, c'est aussi un peu une clarté dans les utilisateurs de ce loisir qui ferait que tout le monde serait mieux informé et mieux à même de savoir ce qui se passe un peu sur les terrains. Je ne sais pas si d'autres ONG veulent compléter. Ouais. Ouais, merci Valérie. Benoît Thomé d'Animal Cross. Si vous pouvez être succinct dans vos réponses. Merci. Oui. Oui, pour compléter en fait ce qui vient d'être dit, en fait, effectivement, concernant la chasse, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, il y ait une visite médicale obligatoire chaque année. Je vous rappelle que c'est nécessaire pour les autres sports, en particulier par exemple le tir sportif. Ce n'est pas le cas pour la chasse. Et que même actuellement, la visite médicale telle qu'elle existe, elle ne respecte pas la réglementation qui dit qu'il faut vérifier toutes les déficiences et toutes les pathologies. Ce qui serait positif aussi, c'est une vérification des armes, parce que les armes se détériorent. Et ce qui serait absolument nécessaire aussi, c'est d'éloigner en fait la chasse des habitations, puisque actuellement, par exemple, dans un territoire qui est, comme la plupart des territoires où il y a des associations communales de chasse agréées, les chasseurs peuvent venir jusqu'à 150 mètres et ils peuvent même chasser chez vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra absolument changer. Et je signale autre chose qui n'a pas peut-être été vue, c'est la question quand même des utilisations des armes de chasse, puisque nous avons fait une analyse qui montre que sur 1500 personnes qui meurent par arme à feu chaque année, on peut estimer qu'il y en a environ 1100 avec des armes de chasse. Une petite partie seulement, même si c'est beaucoup trop, c'est dans le cadre de la chasse, environ entre 10 et 20. Et les autres, c'est dans d'autres cadres, ça peut être homicide ou féminicide. Et ce qui n'est pas vu non plus du tout, c'est l'importance des suicides avec des armes de chasse. Donc il y avait un vrai sujet sur les détentions des armes de chasse, puisque vous avez à peu près 1 million de chasseurs actifs. Mais par contre, vous avez 4 millions de chasseurs au total, c'est-à-dire des personnes qui ont eu leur permis de chasser et qui continuent d'avoir des armes de chasse alors qu'ils ne sont pas chasseurs, sans parler de toutes les personnes qui héritent d'armes de chasse, alors qu'en fait, elles ne sont pas non plus elles-mêmes chasseurs. Merci Benoît. Alors, il y a une question de Isabelle Toussaint de l'AFP, je crois. Alors, parmi toutes les mesures, lesquelles, selon vous, ont le plus de chances d'être portées par les candidats à l'élection présidentielle? Et de votre côté, quelles mesures vous semblent prioritaires? Alors, sur les mesures qui ont le plus de chances d'être portées de manière générale par les candidats, comme on a commencé à le dessiner tout au long de ces interventions, la partie transversale, animaux et société, donc tout ce qui concerne la gouvernance, par exemple, notamment l'institution d'un ministère, d'une autorité indépendante, qui sont a priori des positions peut-être moins engageantes, notamment ça n'engage pas sur des questions avec à fort enjeu économique. La partie animaux de compagnie peut-être est aussi moins clivante, alors que comme on l'a vu, la chasse est extrêmement clivante, l'élevage également. L'expérimentation animale n'est pas forcément quelque chose de très clivant, mais par contre, il y a vraiment que de connaissances du personnel politique de ces sujets-là, qui fait aussi qu'il y a très peu d'actions. Enfin, il y a un vrai travail d'éducation, on va dire, à faire sur
ces sujets-là. Probablement qu'il y a des assos qui voudront compléter ce que je dis là. Sur quelles mesures nous sommes prioritaires, alors ça c'est en tout cas pour moi très difficile de vous répondre là vu ma position. En tout cas, les associations ont vraiment beaucoup travaillé pour ne retenir que 22 propositions, parce que si on s'était écouté, on aurait pu en avoir beaucoup plus. Donc clairement, toutes sont extrêmement prioritaires pour tout le monde. Émilie de Marco de l'association AMA, je crois que tu voulais dire un mot sur cette question. Oui, bonjour. Je pense effectivement qu'au niveau des mesures prioritaires, tout ce qu'a dit Melvin pour compléter, les mesures transverses, que ce soit une meilleure reconnaissance au niveau des institutions, une meilleure prise en compte de la question animale qui aujourd'hui est éclatée entre plusieurs ministères, ce qui donc, en plus, il y a beaucoup de conflits d'intérêts forcément au niveau de l'agriculture notamment, qui doit à la fois s'occuper des éleveurs et du bien-être des animaux. D'autres animaux qui sont, par exemple, sur les animaux sauvages, on a certains, le lapin, il va être pris en charge par différentes réglementations ministères. Et ça aussi, ça nuit à une meilleure prise en compte et reconnaissance des besoins réels des animaux. Donc, ces mesures pour les animaux et la société qu'on a mis donc, dans la partie 1, si elles pouvaient être mises en œuvre, pourraient faire évoluer beaucoup les choses également dans des parties plus sectorielles. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ces mesures sont importantes. On a également tout ce qui est formation et Benoît en a parlé aussi, la reconnaissance du lien une seule violence qui est fondamentale parce qu'effectivement, mieux prendre en considération les animaux, c'est beaucoup de bénéfices aussi pour la société. Merci. Benoît, je vois que ta main est encore levée. Tu as oublié de la baisser ou tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je n'ai rien à dire de plus. D'accord. Ok. Il y a une question de Sarah Finger de Libération. Bonjour, comment envisagez-vous un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron? Pensez-vous que d'autres avancées en matière de bien-être animal seront possibles rapidement? Certaines propositions sont-elles, à votre connaissance, déjà sur la table? Est-ce qu'il y a des associations qui veulent répondre là-dessus? Ah, Lorraine. Je veux bien tenter un début de réponse, mais qui pourra être complété, bien entendu, par les autres. Un second mandat d'Emmanuel Macron, en tout cas sur la question de la protection animale, on estime que tout ce qui a été engagé pendant son premier quinquennat devra, dans tous les cas, faire l'objet de mesures dans le cadre d'un éventuel deuxième quinquennat, puisque tout ce qui ressort de la loi de 2021 nécessite aujourd'hui une prise en charge également par l'exécutif. On a toute la partie, tout le volet sur le renforcement des peines qui nécessite également une mise en application si on veut lutter contre la maltraitance animale. Donc, évidemment, une meilleure sensibilisation de tout ce qui est professionnel de justice, de tout ce qui est force de l'ordre. C'est déjà engagé, il y a déjà un travail, notamment auprès de la police nationale, sur l'amélioration de la sensibilisation des gardiens de la paix, information, formation, etc. Mais ça doit être renforcé. Également, tout ce qui est tribunaux, procureurs, on doit avoir maintenant une meilleure information aussi pour que ces peines qui ont été renforcées soient appliquées. Et également, bien entendu, la prise en charge des animaux ciblés par les interdictions de la loi de 2021. Donc là, j'entends évidemment tout ce qui est faune sauvage captive, animaux détenus par les cirques itinérants. Donc sur cette partie-là, des discussions sont déjà engagées avec l'exécutif puisque ça nécessite la mise en place de budgets importants, que certaines ONG sont prêtes également à complémenter, bien entendu, pour accueillir et aider à la stérilisation également de tous ces animaux. Donc, on va dire le premier volet du quinquennat, il doit y avoir une poursuite de l'activité qui a été engagée. Et évidemment, également, dans les années à venir, il faut, et là, c'est vraiment une nécessité, également des engagements et puis surtout une action du gouvernement sur la question de l'élevage, puisqu'il va y avoir une révision de la réglementation au niveau européen. Donc, c'est également un gros enjeu de la campagne présidentielle, puisque d'ici 2027, la Commission européenne a indiqué qu'elle souhaitait interdire les cages, l'élevage en cage. Donc, sur cette question-là, il va de toute façon y avoir un positionnement également des États membres dans les années à venir. Et la France est clairement un des pays qui, effectivement, doit se positionner, doit tirer les autres pays vers le haut et a la capacité d'avancer sur cette question. Donc,
on estime, oui, que de toute façon, en termes de bien-être animal, dans les années à venir, il va y avoir du changement. Et c'est aussi pour ça qu'on considère que les candidats à l'élection présidentielle doivent montrer qu'ils sont capables d'être ambitieux et surtout de tirer l'ambition européenne également vers le haut. Agathe, parce que je vois qu'il y a certains commencent à partir, n'oubliez pas, donc on vous enverra communiqué de presse et sondage en début d'après-midi, l'intégralité du sondage. N'hésitez pas, si vous ne recevez rien ou même en amont à prendre l'initiative, de nous envoyer un petit mail pour qu'on soit certain d'avoir votre adresse pour vous envoyer tout ça. Agathe de CWF, je te laisse compléter. Oui, pardon, très rapidement, hein, parce que Lorraine a mentionné ce que je voulais mentionner notamment, c'est-à-dire qu'à l'échelon européen, il va y avoir l'évolution du cadre réglementaire sur les règles minimales de protection des animaux d'élevage. Donc, on attend des avancées. La Commission s'est engagée sur un cadre pour les cages, pour interdire les cages à 2027. Donc, il va y avoir des avancées. Ce qui serait dommage, c'est que la France soit un frein sur ces avancées. Et c'est ce qu'on craint aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait partie de l'agenda. En termes d'agenda également, il y a plusieurs autres sujets sur la partie élevage, puisque c'est celle sur laquelle je peux le plus parler et vous compléterez sur les autres éléments, mais notamment les questions relatives aux sujets environnementaux qui en sont en lien avec l'élevage. La question de la transition de l'élevage dans ce cadre-là, dans le cadre de la stratégie Farm to Fork, elle est à l'agenda. Les questions d'étiquetage également sont à l'agenda européen. Et sur ça, on attend une clarification des positions, et notamment du président sortant. Il y a la question aussi du financement, des financements. Le plan de relance a été assez flou sur les éléments qui sont mis, faibles déjà en termes d'ambition, comparé à d'autres pays, faibles en termes d'ambition sur la question de la transition de l'élevage, et très flou sur les priorités qui ont été mises sur les deux enveloppes, élevage, biosécurité, bien-être animal et modernisation des abattoirs. Donc sur ça, il y a des attentes. Et je rappelle au passage que sur la politique agricole commune, qui est quand même le premier outil de financement de l'agriculture, le financement et d'accompagnement de la transition de l'agriculture sur le bien-être animal, il n'y a eu aucun engagement qui a été pris, et on est plutôt sur du statu quo, c'est-à-dire zéro sur la question de l'élevage et du bien-être animal. Valérie de l'Espace. Oui, juste rapidement, quand même, sur nous, à l'Espace, pardon, on est sur les espèces et les espaces. Et c'est vrai qu'en matière de faune sauvage et de biodiversité, les engagements n'ont pas été très à la hauteur des attentes, notamment liées aussi au sondage. Et aujourd'hui, nous, on avait rencontré il y a 2 semaines une personne attachée à la commission conditions animales à la rencontre CAP qui avait eu il y a 2 semaines, qui n'avait pas pu s'engager sur les sujets de la biodiversité et de la faune sauvage. On sait que voilà, le président Macron a quand même bien failli retourner sa veste face à la chasse à la glu. Nous, on sait que le chemin, il est long. Des demandes de rendez-vous concernant le blaireau, le renard, les ésodes, la libre évolution, on n'a pas été reçus depuis quelques années. Et voilà, donc les engagements plus forts nécessaires, notamment en matière de libre évolution. Aujourd'hui, alors qu'on est engagé sur 10% du territoire, on se rend compte que des territoires réellement protégés, notamment où il n'y a pas de chasse en fait, et on laisse vraiment la nature vivre d'elle-même, on arrive à 0,6% si on enlève toute intervention de l'homme. Donc, on va être très vigilants, nous, à ces engagements-là, et on attend effectivement qu'ils répondent à engagement animaux politiques dans ce sens, quoi. Benoît d'Animal Cross. Ah, ton micro est coupé, je crois. Voilà. Oui, effectivement, il y a des engagements de la France pour, d'ici 2030, 10% du territoire français en protection forte et 30% protégé. Globalement, il y a une vraie question sur ça va être quoi cette protection forte, sachant qu'actuellement, on est à 1,6%. Déjà, passer d'1,6% à 10%, ce serait un exploit.
Et historiquement, la France n'est pas connue pour tenir ses engagements en matière de respect, par exemple, des normes écologiques, ou de ses ambitions écologiques, on va dire. Donc déjà, de passer de 1,6 à 10, ça va être compliqué, mais surtout, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette protection forte. Et globalement, qu'est-ce qu'il y a dans la protection à la française? Est-ce qu'on peut continuer de tout faire, ou quasiment comme dans beaucoup de parcs régionaux, où ça va être une vraie ambition? Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, quand on sera à 2030, on aura une protection qui protège véritablement la nature et les animaux, c'est-à-dire une protection forte sans chasse. C'est ce qu'on appelle la libre évolution, sans activité d'intervention de l'homme dans la nature. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Je pense que pour l'instant, la culture de qu'est-ce que c'est la libre évolution des écosystèmes et qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, c'est quoi le bénéfice pour la nature, mais aussi globalement pour les êtres humains, en termes de réchauffement climatique, en termes de prévention des inondations, en termes de… Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore auprès des responsables politiques, ils n'ont pas encore globalement compris. Il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, ça n'a pas l'air… Ah, si, peut-être. Non. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on avait dit 10h30, donc il est 10h37. Je vous propose de terminer là. Je rappelle qu'on vous envoie vers 13h communiqué de presse et l'intégralité du sondage, que les représentants médias, dont certains sont intervenus aujourd'hui, sont disponibles pour des interviews ou pour des entretiens complémentaires, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et puis, je vous remercie au nom de toutes les associations présentes et non présentes de votre présence aujourd'hui. Et donc, bonne journée à toutes et à tous. Merci.